nature de la présentation que je vous propose aujourd'hui. C'est dans le volet fondamental du colloque de la journée. Donc, ce n'est pas une présentation classique là, d'une recherche empirique. À ce titre-là, je me sens un petit peu inconfortable par rapport à l'organisation de ce que je vais dire. C'est un contenu qui, à mon sens, est un peu plus livresque que présentable à l'oral, si vous me permettez l'expression. Donc, je pense que somme toute, j'irai de façon assez elliptique, ce qui m'amènera peut-être à répéter de plusieurs façons, plus d'une fois, là, certains éléments de la présentation que je considère les plus critiques. Si jamais, par ailleurs, il y avait quelque chose que j'escamotais ou qui était trop bref, vous pouvez m'interpeller durant la présentation de sorte qu'on demeure, que je maintienne une certaine cohérence tout au long de la présentation. Donc, aujourd'hui, je vous invite à concevoir un système de pensée qui considère l'humain comme un système qui fonctionne à plusieurs niveaux, mais on parle du même système. Donc, un système qui a une base biologique, après ça, qui a une base neurologique qui amène une faculté de penser, après ça, justement, ce système-là permet d'agir dans le monde, de changer, de comprendre, permet d'interagir avec d'autres gens, d'autres entités, d'autres humains, d'autres machines qui proposent certaines fonctionnalités. Et on peut même aller par la suite au niveau de l'évolution historique, l'évolution biologique, l'évolution astronomique et bien des autres. Okay? Quand on pousse l'idée au maximum, on obtient un système comme ça qui permet d'expliquer l'agir humain à travers toutes ces couches successives-là. Et si on parle de neuroéducation, ben, en gros, on parle d'éducation, donc d'un phénomène social, d'un phénomène individuel aussi à l'occasion, qui se déroule sur plusieurs heures, sur plusieurs centaines d'heures. Et par ailleurs, on dit la neuroéducation, c'est l'étude du système neuronal et des liens qu'on peut faire entre les deux. Le système neuronal, lui, fonctionne à des dixièmes de secondes et en deçà de ça. Donc, quelle est la stratégie, quelles sont les astuces techniques, les astuces en termes de programme de recherche qui nous permettent de faire cette espèce de saut quantique-là qui apparaît quand même assez substantiel. Donc, en gros, je vais essayer de détailler tout ce que je viens de vous dire au cours des minutes qui restent. Cette présentation-là, j'ai basée pas nécessairement sur une recension très exhaustive. J'ai choisi plutôt de citer certains auteurs qui m'apparaissent clés par rapport à la problématique qui nous préoccupe aujourd'hui. Je vais citer Newell 90, qui lui a proposé une architecture qui est très centrée, je dirais, sur un niveau psychologique et dans des tâches comme je disais tantôt, un peu artificielles, des jeux, et non pas des tâches d'apprentissage réelles. Anderson, 2002, et des écrits subséquents aussi. Lui, il reprend ces idées-là, mais vraiment dans des préoccupations reliées à l'apprentissage, à l'éducation, notamment avec ces systèmes tutoriels en algèbre qui sont extrêmement connus. Et enfin, un recueil de Son, publié en 2006, lui pousse l'idée un peu loin et propose de bifurquer des sciences cognitives vers des sciences cognitives sociales. Donc, il met beaucoup l'accent sur un système humain qui fonctionne à l'individuel, mais qui permet l'interaction sociale. C'est le même système, bien comprendre ça, mais qui permet l'interaction sociale, en diable ou en groupe. Je choisis de placer ces éléments-là pour être certain de produire. Ce sont des idées centrales, à mon sens, qui ont des retentissements très importants sur une stratégie de recherche, incluant les stratégies d'analyse et les stratégies de données, et la nature des données qui sont requises. Le système cognitif est state determined. Pardonnez-moi l'anglicisme, je n'ai pas réussi à traduire complètement. L'idée, c'est qu'on fonctionne au niveau neuronal, au niveau cognitif, au niveau social, peu importe,
de sorte que l'état présent ou un état donné, quand il est connu, permet de prédire les états subséquents. Okay? Ou l'état connu ou certains états précédents, quand on envisage comme ça, permettent de prédire le futur de ce système-là, de ce système humain. Par ailleurs, on ne parle pas d'une causalité déterministe, comme par exemple une réaction chimique. On sait que quand on met en présence deux ou plusieurs éléments, on a une réaction et c'est clair que c'est ça et c'est équivalent. Dans les sciences sociales, on parle plutôt d'une causalité probabilistique. On va établir, à partir d'un moment donné, quelles sont les étapes subséquentes du système, mais de façon probabilistique. On va parler des choses qui sont plus ou moins susceptibles de se produire, et non pas des choses dont on est certain. D'autres choses, les niveaux supérieurs sont constitués d'éléments des niveaux inférieurs. On prend encore ce que je dis, je ne sais pas tantôt. Le niveau social entre plusieurs personnes naît des capacités qu'on a au niveau individuel. Ce sont les mêmes capacités qui permettent d'agir dans l'individuel et qui sont à l'œuvre quand on travaille en groupe. Je présente une architecture cognitive qui reprend un peu ce que je disais. J'ai des titres comme je l'avais dit. Newell 90 a caractérisé son système sur une base temporelle. Pour lui, ça a été par la suite un peu remis en doute, remis en question. Mais lui, son idée de base était de dire à chaque ordre de grandeur en termes temporels correspondra un niveau dans le système. Donc on a centième de seconde, millième de seconde. J'ai mis en parallèle en rouge, c'est très joli, les sources de données qui correspondent à ces niveaux-là dans le système. Donc, l'imagerie fonctionnelle, je ne sais pas si comment tu l'as dit tantôt, la tomographie par émission de positrons qui permet de cerner des données à ce niveau-là au niveau neuronal. Si on monte un petit peu au niveau cognitif, les sources de données classiques, interaction avec l'ordinateur, les clics de souris, de clavier et tout ça, interaction avec l'écran, et au niveau cognitif, quand la personne parle ou avec elle-même, on peut avoir les protocoles à voix haute et les traces de ce qui a pu se passer durant une tâche donnée d'apprentissage. Et par la suite, on a un niveau rationnel qui est construit à partir de ces niveaux-là et qui permet d'envisager des périodes de temps plus longues. Donc, l'espace temporel où on est susceptible de vraiment mesurer et cerner l'apprentissage, les changements cognitifs, l'étude de l'apprentissage. Donc, comme je disais tantôt, Newell, lui, classique, mettait vraiment l'accent sur l'aspect cognitif et étendait un petit peu là, de chaque côté de la démarche de résolution de problème qui se déroulait ici, qui est beaucoup plus utile. Ça, en 2006, lui, quand je disais tantôt qu'il propose de passer des sciences cognitives en individuel vers les sciences cognitives sociales, au niveau sociologique. Lui va vraiment mettre l'accent sur le fait qu'on construit un niveau social à partir du niveau individuel sur les mêmes bases psychologiques. Et ce qu'il dit par rapport à ça, c'est que les niveaux s'influencent l'un l'autre. Donc les propriétés des niveaux inférieurs donnent naissance au niveau supérieur, mais à l'inverse, le niveau supérieur vient conditionner les niveaux inférieurs. C'est donc dire que la nature sociale des interactions vient influencer en retour le niveau individuel cognitif qui, lui, permet ces interactions sociales. Donc, il y a des boucles comme ça, et je pense qu'on peut saisir déjà là toute la complexité d'étudier des cycles auto-renforçateurs comme ça, des boucles récurrentes. Anderson, 2002, a fait, dans Cognitive Science, a fait un papier qui faisait une recension des flux en neuroéducation pour voir si les hypothèses que ce domaine-là soutient sont vérifiées ou non, sont supportées ou non au niveau empirique. Donc, il discute de 3 thèses, celle de décomposition. Donc, est-ce qu'un apprentissage qui prend des dizaines, des centaines d'heures
peut être décomposé en unités plus petites? La réponse c'est oui. Au niveau de la tâche, au niveau d'une granularité de 10 secondes, c'est bon. D'un dixième de seconde, c'est bon. Et même au niveau neuronal, c'est bon. Il y a des preuves qu'on peut disséquer un apprentissage jusqu'à cet ordre de grandeur-là. Au niveau de la pertinence, est-ce que ça vaut la peine d'étudier des couches d'un système de cet ordre-là quand on s'intéresse à l'apprentissage? Au niveau de 10 secondes, c'est supporté. Ce qu'une personne dit, ce qu'une personne raconte, ce qu'une personne fait à l'écrit, dans cet ordre-là, a des retentissements sur son apprentissage. Au niveau de l'acte délibéré, les clics de souris avec le clavier à l'ordinateur et tout ça, c'est encore sa pertinence. Mais au niveau neuronal, il ne dit pas que c'est supporté, il ne dit pas que c'est infirmé, il dit que les cas sont encore à faire. Au niveau de la possibilité de faire le modelage de ce système-là, de ces couches-là, on a réussi au niveau de la dizaine de secondes, mais pour les autres niveaux, les preuves sont encore à faire. C'est 2002, hein, on est dans une période critique où les choses bougent quand même. Donc, je trouvais l'auteur et la chose assez crédible, mais somme toute, on est quelques années en arrière. Comme dans ce cas-là, on va mettre l'accent sur les couches neuronales par rapport à l'apprentissage, c'est intéressant de vous montrer une architecture. C'est un modèle, dans le fond, c'est un modèle informatique qui simule le fonctionnement humain, qui fait le lien entre la couche de résolution de problème, la couche cognitive, et le substrat neurologique, pour vous montrer que ces choses-là ont été localisées dans le cerveau et on commence déjà à construire un modèle qui fonctionne au niveau cognitif et qui prend racine dans son substrat biologique cérébral. Donc, je vous fais un petit peu l'économie de vous décrire tout ça. Mais en gros, on a le système moteur qui vient changer le monde. Il y a le système visuel qui vient appréhender ce qui se déroule. Là, ici, c'est le module de résolution de problème qui permet, c'est un modèle classique là, de règle de production, qui permet là, de mener certaines opérations pour résoudre des problèmes. On a ici la mémoire avec les connaissances déclaratives. Et ici, c'est tout ce qui est intentionnel avec l'établissement des buts, tout ça, la planification stratégique dans la résolution de problème. Donc, somme toute, je voulais attirer votre attention sur le fait qu'avec des études d'imagerie, on réussit à faire le parallèle entre ces différents modules-là et les localisations cérébrales qui correspondent. C'est un fouillis. Dans le fond, j'ai repris simplement la figure précédente pour vous montrer, encore une fois, comment un système construit en individuel permet d'envisager la collaboration et les interactions sociales. Ces auteurs-là ici soutiennent ce modèle-là où on a un individu avec son système individuel, un autre individu. Et ce même système-là va permettre la collaboration entre les. Donc, on est capable le même système qui permet d'agir en individuel, qui permet d'agir en collaboration entre eux. Par ailleurs, on a ces auteurs-là ici, qui eux vont dire non, les deux systèmes n'interagissent pas directement, ils vont interagir à travers une autre couche qui est émergente de l'interaction entre ces personnes-là, qui sont constituées par les normes sociales et d'autres trucs socioculturels. Donc, je ne sais pas trop où on peut. Je pense qu'on cherche un choix à faire dans l'information. C'est pas clair à ce moment-ci. Les dates sont toutes les mêmes, curieusement. Donc, on est un petit peu dans ce dilemme-là actuellement. Ça va, oui. Il reste encore 2 secondes. OK. Ici, montre encore une fois qu'il y a une interaction réciproque entre les différents niveaux. Ça aurait été plus simple et je pense que j'aurais préféré ça. Dire, bon, ben, les niveaux supérieurs sont construits sur la base des niveaux inférieurs. Ça marche à un certain point, mais rendu à la limite entre l'individuel et le collectif,
caractéristiques individuelles vont donner lieu aux relations sociales, et ainsi de suite, et on descend par la suite, comme quoi les niveaux supérieurs influencent en retour au niveau inférieur. Je laisse sur une citation de Newell 90. On arrive à la possibilité on arrive, on peut dire qu'on arrive encore, mais ça fait une vingtaine d'années qu'on arrive